Les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver et de recevoir un homme, un penseur du politique et de la politique, directeur général de la fondation Fondapol, Fondation pour l'innovation politique, professeur des universités à Sciences Po. Dominique Régnier, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Merci de me recevoir et je voudrais tout d'abord commencer par une citation du philosophe Michel Foucault qui souligne, je le cite, « Je suis penseur du politique car comprendre le pouvoir, c'est comprendre l'homme. » Et vous, Dominique Régnier, qui êtes-vous ? Moi, je suis professeur. Je pense que c'est le métier qui me définit le plus. C'est aussi un mode d'existence, puisque je ne dis pas que c'est le seul métier, c'est toujours péremptoire de dire ce genre de choses, mais c'est un métier qui se caractérise par le fait que vous ne pouvez pas, enfin en tout cas je le crois, enseigner sans être chaque année, et même parfois à chaque séance, amené à vous interroger sur ce que vous dites, non seulement sur ce que vous allez dire, ça va de soi, c'est la préparation d'un cours, mais sur ce que vous dites dans l'interaction avec les étudiants. Vous avez bien souvent des raisons de reprendre votre propos et de le faire varier, de le modifier, voire dans certaines conditions de renoncer à l'hypothèse. C'est un échange intellectuel. Et ce n'est pas toujours visible parce qu'on n'est pas toujours dans un échange actif, apparent avec les étudiants. Ils peuvent écouter, mais le fait de leur parler, de voir leur réaction, par exemple l'expression d'un scepticisme ou d'une interrogation, vous amène aussitôt, immédiatement à vous interroger sur ce que vous venez de dire. Et ce travail constant est une espèce de réflexivité particulièrement féconde. J'ajoute que c'est Edgar Quinet qui faisait remarquer ça de façon très forte et simple au XIXe siècle, au Collège de France, où il enseignait l'histoire. Il disait « Chaque année, j'ai un an de plus, je vieillis, mais mon auditoire est toujours aussi jeune. Il est comme éternel, c'est toujours le même âge. » Et ça, c'est vrai au sens... D'abord, c'est vrai absolument. Puis ensuite, c'est vrai au sens où on a chaque fois un peu plus d'expérience en tant que professeur, mais les étudiants sont toujours avec cette même énergie, cette même soif d'apprendre, ce même rapport par, je dirais... empathie avec la modernité la plus présente, la leur. Hein. Et du coup, à chaque fois, vous êtes... D'abord, moi je suis stressé quand je vais en cours, tout le temps, même aujourd'hui. Et deuxièmement, vous n'en ressortez jamais sans avoir appris beaucoup. En fait, le truc de l'enseignement, c'est on apprend beaucoup. Avant d'approfondir la réflexion, Dominique Régnier, quelle est votre plus belle qualité ? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Sans doute quelque chose qui a à voir avec... Il y a un mot qui est... Le travail, J'avais l'obstination qui me venait à l'esprit, mais c'est un mot qui peut avoir une connotation négative, qui peut donner le sentiment qu'on est dans une forme au fond d'isolement, et que malgré tout on avance sans trop réfléchir. C'est pas ça, mais la persévérance, oui, certainement, la persévérance. Et je pense que c'est une qualité nécessaire, alors, dans beaucoup de domaines sans doute, dans le travail intellectuel, c'est absolument certain. Rien ne peut se faire sans persévérance, ou alors ce sont des jeux de mots, des jeux d'esprit, des facilités, parfois c'est amusant, parfois c'est comme on dit, brillant, je n'aime pas cette formule, mais elle est parlante en tout cas. Mais si ce n'est pas un travail qui a été vraiment poussé aussi loin que possible, sans persévérance, c'est-à-dire sans être confronté à une difficulté que l'on parvient à surmonter, plus ou moins bien, mais on y arrive et on continue. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de travail intellectuel. D'une certaine manière, chacun peut être juge de lui-même, hein. D'une certaine manière, on ne peut pas considérer que l'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Vous faites partie des intellectuels français, Dominique Régnier. Vous êtes penseur de la politique, vous êtes penseur du politique. Nietzsche souligne le propre de la vérité qu'elle blesse. Aujourd'hui, la politique, pour beaucoup dans la nouvelle génération blesse.
Les jeunes ne croient plus, ou en tout cas de moins en moins, aux politiques. Ma question est la suivante, Dominique Régnier. Peut-on parler aujourd'hui d'une vérité politique? Si oui, quelle est-elle? Ah oui, c'est une question très difficile. Mon premier sentiment qui fait référence à la jeunesse que vous évoquez, je crois qu'elle est très politique, très politisée dans les conditions et dans les termes qui sont les siens. Ce qui est en crise profonde, ça c'est vrai, c'est une forme de politique héritée d'un temps qui probablement n'est plus. Et nous sommes dans cette période où, comme toutes les périodes de transformation profonde, il y a des formes qui demeurent, mais elles sont vides. Et ça n'est pas pour les accabler que je dis ça. Elles ont fait leur temps, elles ont eu leur utilité, elles ont répondu à une jeunesse jadis, elles ont eu leur vigueur. Et rien, ça c'est pas une obsession, mais une pensée très forte chez Machiavel, rien de ce que fait l'humain n'est éternel, donc tout est soumis à l'usure du temps, à l'affaiblissement des performances. Et donc, nous sommes aujourd'hui à ce moment-là, et les nouvelles générations ressentent à leur manière très fortement que ces formes instituées ne sont plus parlantes, vivantes, ne les emportent plus, ne les inscrivent plus dans un cadre commun. Mais je crois que ce sont des situations qui ne durent pas. Et donc les nouvelles générations, sans qu'on le sache bien, sans qu'on le voit toujours, elles le voient peut-être mieux que nous, en tout cas mieux que moi de ce point de vue-là, sont certainement, moi je crois que c'est une nécessité, à la manœuvre, à l'œuvre, en train de fabriquer quelque chose de nouveau qui leur conviendra, qui leur parlera, qui les mobilisera. Il faut simplement espérer que cette nouveauté soit conforme à l'aspiration de la plupart des humains, à la tranquillité et à l'accomplissement de soi et collectif. Voilà, ce qui n'est jamais acquis dans l'histoire. En ce qui concerne la vérité elle-même, il faut, je pense, se faire les défenseurs de vérités, sinon absolues, disons fondamentales. Et c'est une des difficultés d'aujourd'hui, ça. Autant il était, et il est toujours, et il sera toujours nécessaire d'interroger des vérités, c'est indispensable, d'approcher toute vérité par l'observation, la compréhension, puis la critique au sens où on s'interroge sur la dimension pertinente de l'énoncé, de l'affirmation, de la théorie, que sais-je. Et avec l'idée qu'il est possible de construire des vérités successives à la place de la vérité que l'on va critiquer, si on arrive à la critiquer, ce n'est pas toujours facile, mais qu'il faudra toujours des vérités. L'idée qu'il n'y aura pas de vérité, l'idée que nous en finirons avec la vérité, est, je crois, une idée impossible, en raison, me semble-t-il, de la nécessité existentielle, anthropologique, sociale, de l'humanité, qui est de s'ordonner, de s'ordonner comme humanité, de se représenter l'existence, de se représenter le monde, y compris d'ailleurs le cosmos, pour des vérités qui échappent à ma compétence, mais à partir d'énoncés et de vérités. Quitte à les changer, mais c'est impossible d'imaginer, sinon dans une espèce de grand désarroi et de grande tristesse, des humains qui n'auraient aucune vérité en commun. Après, les vérités, elles peuvent être, comme on en a pris l'habitude depuis quelque temps, des vérités à caractère scientifique dont on pense pouvoir démontrer la solidité, et on y arrive. Il y a des disciplines où c'est tout à fait possible, la physique notamment est une grande science qui repose sur des vérités démontrées, jusqu'à ce qu'on les ait critiquées pour les remplacer par d'autres vérités, mais ça se fait beaucoup évidemment, et en plus c'est opérationnalisable, c'est-à-dire que quand on a des théories physiques sur le
plus lourd que l'air, par exemple, la possibilité de faire voler des objets plus lourds que l'air, comme au début de l'aéronautique. Des théories sont construites et du point de vue pratique, on invente l'avion. Donc c'est pas simplement de la théorie pure, suspendue, si je puis dire, avec des démonstrations formelles, c'est aussi une application qui est vérifiée par l'expérience et par sa reproduction. Donc là, ce sont des éléments extrêmement particuliers. Quand ceci ne suffit pas, il y a d'autres formes de vérité, ne suffit pas, ou bien est une partie de la réalité. Il y a des vérités aussi qui peuvent être tout simplement des convictions, le fait d'être intimement persuadé que ceci ou que cela, qui apparaît au regard de soi-même ou de ceux qui partagent cette conviction. Évidemment, je pense à des convictions religieuses ou idéologiques. Ce sont des vérités qui se démontrent difficilement, mais qui se ressentent par l'empathie, par la compassion, par le partage d'une expérience. Et ça occupe peut-être plus l'humanité qu'une vérité scientifique. Si on devait faire une statistique sur la répartition de ces grands mécanismes d'agrégation, de structuration de l'esprit humain. Alors vous parlez de vérité, on ne peut pas parler de vérité sans erreur ou de faute politique. Aujourd'hui, quelles sont les erreurs politiques, vous en tant que penseur du politique, quelles sont les erreurs politiques dans le sens où si nos politiques, nos femmes et nos hommes politiques n'arrivent pas à trouver un consensus au service du bien commun, comment expliquez-vous ce cheminement qui finalement ne trouve pas son issue en harmonie favorable au bien commun? Alors ça dépend, ça aussi, ce ne sont que des questions difficiles, hein, mais ça dépend aussi de la question du régime politique. Alors je ne sais pas si vous souhaitez aborder ça, mais en tout cas, la forme du régime politique dépend plus ou moins du consensus. Il y a des régimes politiques qui présupposent le consensus. Il y a des régimes politiques qui fonctionnent sans consensus, par autorité, par autoritarisme, qui forcent le consensus d'une manière ou d'une autre, par la pression, la menace ou le terrorisme. Enfin, ce sont des formes qui historiquement ont existé, existent, peut-être existeront toujours. Et puis il y a des systèmes politiques, des régimes politiques qui reposent particulièrement sur le consensus, la production d'un accord entre le plus grand nombre d'individus, si possible tous les individus d'une communauté politique particulière. On va dire d'une nation, par exemple, une démocratie fonctionne sur ce principe-là. Et là, la difficulté, elle est assez intéressante parce que il n'est pas sûr aujourd'hui que les systèmes démocratiques soient... C'est un peu compliqué, enfin je veux dire difficile, ce que je veux dire au sens non pas difficile à comprendre, mais c'est difficile par les conséquences. Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui les systèmes démocratiques qui doivent fabriquer en permanence du consensus avec les citoyens présents, ne serait-ce que pour être reconduits ou maintenus dans leur fonction et leur efficacité gouvernementale, il n'est pas certain que les démocraties soient plus efficaces pour définir l'intérêt général et y parvenir à l'accomplir que les régimes autoritaires ou totalitaires, ou les formes de despotisme éclairé. Je pense vraiment parfaitement au régime chinois, hein, qui représente le plus cette forme-là, parce que dans le régime de Poutine, il y a toute une dimension irrationnelle, passionnelle, et là aussi, je ne dis pas cela en mauvaise part, sur la manière de fonctionner, de toute manière, je voudrais le dire en tout cas de façon neutre, qui évoque beaucoup de légendes, enfin, et qui d'ailleurs jette beaucoup de ses forces dans des guerres d'un autre âge, on le voit aujourd'hui, alors que la grande intelligence de la Russie, de sa population, de son histoire profonde, c'est par exemple les mathématiques, les sciences, qui auraient donné à ce pays, s'il avait suivi une autre voie, un rôle éminent dans une planète comme aujourd'hui dominée par les grandes découvertes scientifiques, les biotechnologies, l'IA, que sais-je, où vraiment le génie russe excelle évidemment. Donc il y a une conception archaïque chez Poutine du pouvoir qui me paraît le mettre de côté, alors que Xi Jinping, c'est quand même une pensée qui est, je ne dirais pas parfaitement rationnelle, mais qui est manifestement concentrée sur la rationalité de la décision du point de vue de l'État, bien sûr de la permanence du Parti communiste comme parti unique, mais c'est l'État-parti, donc c'est une fusion des deux entités, avec une relative assurance, quand même pour rester
toujours très prudent, une relative assurance de persister dans la durée. Dans nos démocraties, la définition de l'intérêt général, elle est discutée, elle est disputée. Il peut y avoir une difficulté à produire une conception commune de l'intérêt général. On le voit aujourd'hui. Par exemple, nous avons, par certains côtés, un intérêt général à maintenir le niveau des dépenses sociales dans ce pays pour favoriser la cohésion, pour faire tenir encore la communauté qui est tiraillée, fragilisée. On peut le défendre au nom de l'intérêt général, ne laisser personne au bord du chemin, etc. De l'autre côté, nous avons une situation budgétaire extrêmement délicate qui peut nous exposer à une menace de surendettement, c'est déjà le cas, une menace de difficulté à refinancer la dette, de défaut peut-être même de paiement, défaut de la dette française. C'est déjà arrivé à d'autres pays, bien sûr, l'Argentine, on la cite souvent, mais ça peut arriver à la France. Et là, l'intérêt général consisterait à faire en sorte que tout rentre dans l'ordre avec le temps nécessaire, quelques années, pour que le pays puisse poursuivre sa route. Ce sont des intérêts, des définitions de l'intérêt général qui peuvent à certains égards se contredire. La difficulté serait l'intérêt, c'est d'arriver à les marier au contraire et à les hybrider, si je puis dire. Mais le problème, et j'ajoute ce point-là, la caractéristique de société démocratique, c'est que nous distribuons le pouvoir, nous donnons les charges des responsables, des représentants, des parlementaires ou bien des gouvernants, un président, un gouvernement, que sais-je, nous donnons le pouvoir par la voie électorale, c'est très bien, qui est une voie compétitive. Il faut du pluralisme et de la compétition. Et dans la compétition, c'est le jeu de toutes les compétitions dans quelque domaine que ce soit, il faut chercher à être saillant, à avoir sa position, à la rendre visible, et à essayer, si possible, de la faire prévaloir sur quelqu'un qui convoite la même position. Et donc, dans une élection, vous allez sans doute, par exemple, foncer sur l'idée de la dette et de la nécessité de rééquilibrer les comptes si votre concurrent met l'accent sur la distribution. Je simplifie, mais en gros, c'est la logique. Ou inversement, si bien qu'il n'est peut-être pas donné à la démocratie compétitive et pluraliste de fabriquer du consensus. Et il est même possible que les citoyens, à force de voir un État démocratique éprouver tant de difficultés à définir un objectif commun d'intérêt général, à cause de toutes ces batailles qui ont lieu, qui sont très heureuses et très saines, parce que c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le pluralisme, mais qui peuvent paralyser l'État dans son action ou ne pas lui permettre une action de longue durée. Vous pouvez avoir une partie des citoyens qui éprouvent une déception, voire un rejet du système démocratique, et se mettent à fantasmer sur des systèmes autoritaires. En imaginant, c'est souvent ce que j'observe, j'ajoute ce point, parce que souvent les personnes qui nous disent vouloir un régime autoritaire, parce qu'au moins il serait efficace, on ne perdrait pas tout ce temps en manifestation, en dispute, ils imaginent toujours la condition actuelle plus l'efficacité gouvernementale. Ah oui. Vous voyez ? Ils n'imaginent pas que cette efficacité gouvernementale, si caractéristique des régimes totalitaires, c'est que l'individu qui est gouverné, il l'est durement, et il n'a pas intérêt à sortir de son immeuble quand il y a un confinement, parce que sinon, il se fait littéralement passer à tabac. C'était le régime. Là, pendant la Covid en Chine, quand ils ont confiné les immeubles, toute personne qui sortait alors que ça n'était pas autorisé était passée à tabac très durement dans les couloirs, dans les escaliers ou dans la rue, selon l'endroit où elle était attrapée. Et ceux qui ont vécu cela en Chine témoignent des cris qu'ils entendaient la nuit, puisque les gens sortaient la nuit pour essayer de ne pas se faire prendre, des cris, des hurlements dans les rues de personnes qui étaient passées à tabac très violemment par la police pour avoir été désobéissants. Donc il faut arriver à se situer dans cette réalité qui est que nous avons un régime de liberté toujours relative, tout le monde est toujours en train de compter les morceaux de liberté qui lui manquent, mais il faut aussi compter ce que nous avons, et s'imagine pouvoir accepter un mode beaucoup plus rude de gouvernement, oui, mais sans les libertés qui vont avec. C'est passionnant, Dominique Régnier, ce que vous dites. Votre réflexion me fait penser à une autre réflexion sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous l'avez souligné très justement, beaucoup de citoyens sont déçus des politiques qui promettent monts et merveilles
tout en sachant qu'ils ne réaliseront pas leurs promesses. À quoi ça sert de promettre en étant persuadé que ça ne sera pas, que les promesses ne seront pas tenues? Et autrement dit, quelle est la liberté d'expression? Jusqu'où un politique peut-il aller dans cette promesse au service du bien commun, et c'est-à-dire aussi en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se mentir à soi-même ni mentir au peuple. Oui, ça aussi, c'est vertigineux comme interrogation. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des conclusions, à des hypothèses qui peuvent être assez moroses. C'est-à-dire que, typiquement, les citoyens, dans une démocratie, exigent, et c'est bien légitime, la sincérité des candidats et des élus, exigent la vérité, mais ils ne la supportent pas toujours. Et ils n'infligent pas, par exemple, alors qu'ils disent exiger la vérité, ils n'infligent pas à ceux qui versent dans la démagogie l'excès, l'outrance et parfois aussi le mensonge, ils n'exercent pas à leur égard la sanction électorale qu'ils devraient exercer. Et vous avez presque à coup sûr, dans une élection, ou par exemple, ce sera le cas en 2027, si ça a lieu en 2027, dans une élection présidentielle française, depuis qu'on a un problème repéré de déficit public et d'endettement, c'est-à-dire depuis la période 1978-1981. Avant, on l'avait, mais c'était noté et pas vraiment l'objet d'un débat politique. Depuis donc la deuxième moitié des années 70, en France, lors des élections présidentielles différentes qui ont eu lieu, la question de la rigueur comptable n'a jamais trouvé sa place dans une campagne présidentielle. Elle n'a jamais fait le résultat. Il y a eu des figures qui représentaient cette raison gouvernementale, cette rigueur comptable, qui ont été candidates ou pas, parce que je pense à Édouard Balladur, un peu dans le désordre, Raymond Barre avant lui, la trajectoire de Michel Rocard, empêchée largement, finalement, Jacques Delors, qui n'a pas été candidat. On a des figures de ce type qui, au fond, disaient la vérité à leur manière aux Français, et ne promettaient pas monts et merveilles. Elles ont toujours été battues. Je peux noter, même si ce n'était pas tout à fait aussi rigoureux que les prédécesseurs que j'ai cités, en 2007, François Bayrou fait une campagne, c'est le seul, et depuis c'est le seul, et avant c'était aussi le seul, à faire une campagne sur le poids insupportable de la dette. On est en 2007. Oui. Et c'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je crois que le taux d'endettement par rapport au PIB était de l'ordre de 50%, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper, je crois que c'est 50-70%, mais je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'était la moitié de ce que c'est aujourd'hui, ça c'est sûr. Et le discours de François Bayrou a été écouté par les Français avec bienveillance. Il disait des vérités, non pas que les autres mentaient d'ailleurs. On n'a pas eu deux populistes au second tour. C'était Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal étaient des candidats honorables du point de vue de la raison gouvernementale. Mais enfin, nul n'a insisté plus que François Bayrou sur la question des comptes et de l'endettement. Il a été troisième. C'est une belle place, troisième, mais dans un scrutin où il y a deux finalistes, c'est une défaite, quoi. Donc voilà. Et cette vérité-là, elle est encore plus poignante aujourd'hui, je dirais, prégnante et poignante, on pourrait le dire comme ça. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit plus facile à partager aujourd'hui qu'hier, alors qu'elle est de plus en plus... Elle nous prend à la gorge, en quelque sorte. Donc la difficulté, c'est pas simplement d'exiger la vérité, c'est d'en être capable en tant que citoyen. Et là, les politiques ne sont pas aidés par la sévérité des électeurs, qui devraient sanctionner ceux qui racontent des choses qui ne sont pas raisonnables, comme par exemple, ce que je dis là, bien sûr, est par définition très contestable, mais par exemple, vouloir revenir à la retraite à 60 ans, ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas possible. Il y a quand même aussi une forme de science économique, c'est pas mon domaine, mais il y a quand même une rareté des choses, ça on le sait, on nous en parle assez quand même maintenant. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire, par exemple, que les richesses, les ressources sont rares et qu'il faut donc les allouer correctement. C'est la même chose pour les revenus à redistribuer entre les générations qui sont peuplées différemment, etc. Donc il y a quand même quelque chose là
de paradoxal qui tient. Il ne faut pas oublier la responsabilité des élus, ça on est d'accord. Des politiques, majorité opposition, c'est normal, ils sont là, ils ont voulu y être, ils ont des comptes à rendre. Mais on ne peut pas laisser passer la responsabilité, ni tenir pour rien la responsabilité des électeurs individuellement et collectivement. Beaucoup sont capables, et beaucoup trop sont capables d'approuver un leader populiste, d'applaudir à une proposition absurde. Voilà, donc c'est une espèce de culture démocratique qui devrait nous amener à exercer cette, je ne dirais pas police des opinions, parce que ce n'est pas le mot, mais en tout cas une police de la proposition recevable. Dominique Régnier, l'interview va bientôt s'achever. Peut-être une dernière question courte, réponse assez courte. Aujourd'hui, dans cette ère de l'IA, où va la politique ? Quelle est la place de l'IA dans la politique ? Et l'IA n'est-elle pas en train de, je dirais, de fausseter le politique, la politique ? Si, c'est une menace très réelle. Je pense que c'est déjà très avancé. Je ne pense pas nécessairement à ChatGPT, mais par exemple, toutes les formes de mécanisation liées à l'usage des outils numériques, des ordinateurs, des puissances de calcul, des grandes machines, je dirais, finalement informatiques, sont déjà des opérateurs de transformation, ont déjà transformé en profondeur la politique, l'espace politique, la citoyenneté. À coup sûr, en ce qui concerne le web et les réseaux sociaux, on le voit bien, le fonctionnement des algorithmes, la séparation des individus, la mise à l'écart des individus qui ne pensent pas comme vous, l'auto-enfermement, du coup la radicalisation du point de vue que nous pouvons avoir, nous sommes tous confrontés à ce problème. Et donc, tout à l'heure, vous aviez bien raison de consensus. On peut faire encore moins consensus quand on a été socialisé à des opinions radicalisées qui font que l'autre n'est pas quelqu'un qui pense différemment, mais un adversaire et bientôt un ennemi. Donc c'est déjà quelque chose de très profond comme effet. Moi, je mets ça dans la catégorie de l'IA parce que c'est des fonctionnements automatisés. Et bien sûr, en ce qui concerne les machines à produire du contenu, comme ChatGPT, Grok ou autres, là, nous savons maintenant, on le devinait, nous savons maintenant qu'il y a un problème très important. J'en cite deux simplement. D'une part, il y a un problème de désarmement de nos intelligences, parce que nous ne sommes plus préparés à faire fonctionner notre esprit critique de manière autonome, mais nous déléguons à une machine et une fois qu'elle n'est pas là ou qu'elle est débranchée, nous ne l'avons plus, parce que c'est une affaire d'entraînement, c'est comme du sport de haut niveau, l'intelligence. Hein. Il faut faire ça tout le temps et à grande intensité pour arriver à des performances honorables. Et d'autre part, le problème que je vois, moi, c'est un problème qui est tout à fait nouveau, même s'il n'est pas d'aujourd'hui au sens propre, ça fait quelques années, mais c'est récent, c'est la possibilité pour de grandes puissances privées ou publiques, mafia, despotisme, réseau quelconque, de pénétrer dans l'esprit des citoyens d'un État, d'une nation, même si les frontières sont bouclées, surtout quand on est un régime démocratique et libéral. Et ça peut avoir comme conséquence que nous ne pouvons pas gouverner une société qui serait pénétrée ainsi de toute une série d'influences passant par le numérique, et qui mettrait la société en question dans une sorte de devoir de choisir entre sa liberté et les effets négatifs, qui est que beaucoup de choses échappent au contrôle, pour le meilleur et pour le pire, ou bien une fermeture beaucoup plus rigoureuse et qui nous ferait verser vers l'autoritarisme. Par exemple, typiquement, là encore, le modèle chinois, mais d'autres modèles, autres que la Chine, font des intranets et ferment leur système numérique pour éviter les intrusions. Mais ça suppose des régimes qui ne sont plus libéraux. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Dominique Régnier. Avec plaisir. Merci pour cette discussion passionnante, la réflexion, la profondeur de votre réflexion. Vive la politique, vive le politique. Et merci pour tout ce que vous faites pour le bien commun et pour l'humanité. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.